Bonsoir, bienvenue dans le talk de France Info. Ravi de vous retrouver sur Twitch, sur notre chaîne Twitch, la chaîne de France Info, et également en podcast audio. Vous commencez à être habitués maintenant. Je vous rappelle quand même le concept, entre guillemets. On est ensemble pendant 1 heure pour parler d'un seul sujet d'actualité. Donc le talk, c'est une émission quotidienne. Et voilà, donc le principe, c'est qu'on discute avec des invités qui sont là présents en plateau avec nous et on essaye de vous éclairer sur l'actualité. Donc je vous invite aussi à réagir, le chat, réagir, à poser vos questions via cet outil formidable que nous permet Twitch. Pardon. Les Pamioles, bien à toi, bonsoir, je vous réponds un petit peu. Haddad Youssouf 1, bonjour, est-ce que ça va? Très heureuse en tout cas de vous retrouver. Ce soir, nous allons parler d'un sujet. Alors, ça fait un moment qu'on a envie d'en parler, mais à chaque fois, dans le calendrier politique, c'était un peu flou, donc on attendait un petit peu le dit moment, et puis là, on s'est dit, allez, on y va. On va parler d'immigration. Donc, en France, en l'espace de 30 ans, ce sont un peu plus de 20 projets de loi sur l'asile et l'immigration qui ont été votés. Le gouvernement devait en présenter un de plus au mois de mars, mais cela fait plusieurs semaines que le projet de loi de la majorité hésite, avec des revirements en cascade et un parcours, il faut le dire, un petit peu chaotique. Le texte prévoyait entre autres de créer un titre de séjour pour les étrangers exerçant des métiers en tension. Mais en fait, personne n'est d'accord avec ce texte pour le moment, ni la gauche ni la droite. Résultat, le projet de loi est reporté. Puis il est remis à l'ordre du jour mi-avril par Emmanuel Macron lui-même, qui promet lors d'une allocution télévisée, je cite, de renforcer le contrôle de l'immigration illégale. Le lendemain, c'est Bruno Le Maire qui se charge de durcir le ton en disant que les Français, je cite, en avaient ras-le-bol de la fraude et qu'ils n'avaient aucune envie de voir que des personnes pouvaient bénéficier d'aide et les renvoyer vers le Maghreb ou ailleurs. Fin de citation. Finalement, le projet de loi est repoussé une nouvelle fois à l'automne. Et pendant ce temps, après avoir montré des divisions internes sur la réforme des retraites, les Républicains ont brandi un de leurs marqueurs favoris, donc l'immigration, en annonçant dimanche dernier dans les colonnes du JDD 2 propositions de loi. Est-ce que vous avez vu passer ça, le chat? Avec cet objectif, je cite, de reprendre un supposé contrôle. Donc vous l'avez sûrement remarqué, mais dans la rhétorique politique qui est utilisée par l'extrême droite et par la droite, on entend très souvent ce genre de choses, reprendre le contrôle, avec des étrangers qui sont souvent réduits à une masse qui menacerait le pays. Mais que veulent dire tous ces mots employés à tout va? Quelle est la réalité de l'immigration en France? Est-ce qu'elle progresse? Pourquoi? Est-ce que c'est un phénomène typiquement français ou pas? Devons-nous lutter contre? Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Et puis, pourquoi on ne parvient pas à traiter ce sujet avec des lunettes objectives et scientifiques? Pourquoi devrions-nous demander aux Français s'ils sont pour ou contre l'immigration? Est-ce qu'on peut vraiment réduire cette question à ça? Comment prendre un petit peu de hauteur? C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir avec nos invités. François Héran, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, il faut juste approcher le micro. Bien, je l'approche. Parfait. Bienvenue à vous. Vous êtes anthropologue, sociologue et démographe. C'est tout bon? Oui, c'est différents moments de ma carrière qui s'entremêlent un peu, oui. Et dans votre dernier livre, qui s'appelle Immigration, le grand déni, aux éditions du Seuil, vous rétablissez un certain nombre de vérités sur le sujet. Vous allez nous raconter tout ça. Et Christophe Gognaud, bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Christophe, vous êtes journaliste à Mediapart. Tout à fait. Est-ce que vous vous occupez d'un sujet en particulier Oui, je suis l'extrême droite. Mhm. Et comme je disais Le micro. je suis l'extrême droite et du coup, j'ai tendance à de plus en plus suivre une partie de la droite, voire une partie de la majorité. Voilà. Intéressant. Euh, Peut-être qu'on peut commencer, si ça vous va, par les propositions de loi justement qui ont été faites, qui ont été annoncées par les Républicains. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces propositions, globalement? Christophe, je me tourne vers vous. En fait, il y a 2 propositions de loi donc, Ouais. qui n'ont pas encore été officiellement déposées. Donc, on n'a Mhm. pas le texte précis, on n'a que la présentation qui en a été faite. Fin de semaine, la présentation, je crois. Ouais, normalement, c'est vendredi, demain donc. Mais en tout cas, de ce qu'on sait, c'est qu'il y a
un projet, une proposition qui serait plutôt constitutionnelle, viserait à réformer la Constitution Mmh. avec un double objectif. Le premier, ce serait de pouvoir faire des référendums sur l'immigration, ce qui n'est pas exactement possible à l'heure actuelle. Et l'autre partie, ce serait de permettre de déroger à certains grands textes européens, en gros pour ce que la droite revendique comme étant reprendre la souveraineté sur la politique migratoire française. Et puis on a un deuxième texte qui est une loi organique et qui, elle, en fait, en gros, l'idée, c'est de rendre la France moins attractive pour les étrangers en baissant certaines allocations, L'aide l'aide médicale. médicale d'État, etc. Et puis, un autre versant qui serait de pouvoir expulser plus facilement les personnes en situation irrégulière avec un délit qui serait remis de délit de situation irrégulière et la double peine. Enfin, voilà, grand classique, quoi. L'une des propositions, donc c'est donc, Christophe l'a dit, de permettre la tenue d'un référendum, sur la politique migratoire. Est-ce que soumettre, cette question-là à un référendum, ça c'est souhaitable? Est-ce que ça a du sens selon vous, en plus de répondre par oui ou non, pour ou contre? Alors écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques, Mmh. mais je suis forcé de m'y Oui, intéresser. de Bon, votre point de vue à vous. chacun sait que lorsqu'il y a un référendum, le peuple ne répond pas vraiment à la question et plébiscite ou pas le mouvement qui présente la question. Donc c'est très difficile. Et puis, ce sera quoi la question? Êtes-vous Mmh. pour ou contre? Êtes-vous pour ou contre telle mesure? Pour C'est ou contre immense là. quoi? Ben, c'est immense la politique migratoire parce que bizarrement la droite elle-même le dit, tout est lié entre Mmh. le contrôle des flux à un bout et puis à l'autre extrémité, la lutte contre les discriminations dont sont victimes les secondes générations. Vous avez la question de l'intégration, ils disent aussi l'assimilation, la naturalisation, les délais d'attente, tout ça c'est un sujet immense, énorme. Mmh. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer une série de lois, puis ils vont demander par référendum, êtes-vous d'accord avec l'ensemble des Mmh. lois? Mais ce sont des sujets très divers. Donc je pense que c'est un peu... Alors en même temps, ce qui est très frappant dans cette partie constitutionnelle de cette première loi, c'est le côté, c'est le prestige du verbe. Il y a quelque chose d'un peu magique. Il y a l'idée que dire, c'est faire, quoi. Mmh. Que si on inscrit dans la Constitution le principe d'assimilation, alors les gens seront obligés de s'assimiler. Si on inscrit dans la Constitution le fait qu'on va pouvoir déroger aux lois, aux grandes conventions internationales, alors ça y est, la France retrouvera sa souveraineté. Même si on suppose que un référendum soit autorisé sur l'immigration, que tous ces grands principes soient inscrits dans la Constitution, gravés dans le marbre. Franchement, je ne suis absolument pas certain, je suis même certain du contraire, que la politique migratoire sortira de la fameuse impuissance où l'auraient plongé tous les gouvernements précédents. Il y a quelque chose de très naïf dans cette histoire, c'est vraiment très très naïf. C'est l'idée, mais tous les autres ont été impuissants, tous les autres ont échoué, nous on va réussir. Mmh. Simplement en inscrivant tout ça dans la Constitution, en proclamant, vous savez, c'est un peu comme, voilà, liberté, égalité, fraternité, Mmh. on inscrit les C'est écrit principes quelque part sur et les donc ça frontons. Donc on a le super fronton qui est la Constitution, on va inscrire les principes, mais le problème n'est pas là, le problème c'est comment on met en œuvre, comment voilà, on arrive à intégrer, assimiler. Il ne suffit pas de dire engagez-vous à vous assimiler, vous ne serez pas français si vous n'êtes pas assimilé. Mais c'est quoi les méthodes, les pratiques, les voies de l'intégration, les voies de l'assimilation? Ça passe par le travail, ça passe par la famille, ça passe par l'éducation, ça passe par... donc les grandes proclamations sur les frontons, franchement, c'est très naïf. et d'ailleurs, le chat, vous pouvez nous dire, ce que vous pensez de cette idée d'un référendum, sur, la politique, migratoire? Et justement, vous parliez du travail, comme facteur d'intégration et en fait, cette partie-là du projet de loi du gouvernement, la droite n'en veut pas. C'est-à-dire, un titre de séjour pour les travailleurs étrangers qui feraient, les boulots, les boulots, comment dire? Enfin, que personne ne veut faire ici, en gros, hein. En gros, bah, après, tout est aussi dans la définition des métiers en tension, Ouais. qu'est-ce que c'est tout ça? Ce qui est assez intéressant, c'est que, la droite, n'en veut pas, alors que, le gouvernement lui dit que c'est une demande patronale finalement, donc Mmh. pour une fois, la droite n'a pas l'air de trop écouter le patronat, et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'elle n'en elle pose ça comme une ligne rouge.
Et en même temps, le gouvernement, lui, se retrouve piégé parce que son aile gauche, enfin l'aile gauche du macronisme, pose comme une ligne rouge le fait d'avoir cette partie du texte pour justifier en fait l'autre partie qui est quand même nettement plus, mais on va en reparler après, je pense, répressive et régressive, quoi. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, Sacha Houlié, le président de la commission des lois, Renaissance, tout à fait en faveur de la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, le projet de loi Darmanin-Dussopt, à Mmh. l'origine, avant qu'il ait été réécrit et censuré par la droite sénatoriale, elle voulait finalement inscrire dans la loi la circulaire Valls. La circulaire Valls, c'est une circulaire qui date, qui a 10 ans maintenant d'existence, qui n'a pas de valeur juridique très forte, hein. Ces circulaires sont pas contraignantes, on ne peut pas en faire état devant les tribunaux, par exemple, mais ça avait été créé pour que les préfets qui accordent des régularisations, ce qu'on appelle des AES, des autorisations exceptionnelles de séjour, puissent un peu harmoniser leurs critères. Et le Conseil d'État, à l'époque, avait fait un beau rapport sur le droit flou, c'est-à-dire toutes les circulaires qui ne sont pas des lois, quelle valeur ça a, quelles contraintes Mmh. ça a. Il disait, bon, ben oui, la circulaire Valls n'est pas très contraignante, mais enfin, c'est quand même une très bonne chose parce que ça permet à tous les préfets d'harmoniser un peu les critères de régularisation. Des critères très durs, hein. Il faut déposer des dossiers extrêmement complexes qui démontrent que vous êtes là depuis au moins 5 ans, que vous travaillez depuis au moins 3 ans, que vous avez toutes vos attaches familiales en France. Mmh. Si vous avez un enfant qui vit encore à l'étranger, ça coule le dossier complètement, hein. Donc, il faut montrer que vous avez vos attaches et il faut apporter ce qu'on appelle des preuves de présence. Euh, des preuves de présence résidentielle, médicale, éducative, professionnelle, etc., etc. Et quand vous avez constitué ce dossier qui est extrêmement complexe, qui ne peut être déposé qu'avec l'aide des associations, hein, il faut bien s'en rendre compte. Eh bien, ce qui se passe actuellement, et ça, c'est un diagnostic qui a été fait par plusieurs ministres dans le débat au Parlement, le débat sans vote au Parlement le 6 décembre de l'an dernier. Eh bien, il se trouve qu'un certain nombre de préfets n'appliquent pas la circulaire Valls. À peu près un tiers des préfets disent, bah, écoutez, non, on n'a plus assez de moyens. Et c'est vrai que les moyens des préfectures, des sous-préfectures ont baissé de 14% en 10 ans. Ça, c'est un rapport de la Cour des comptes qui l'a montré. Donc, du coup, ils disent à leur service, bah, écoutez, non, on ne va pas appliquer la circulaire Valls. Et il y a une députée du MoDem qui travaillait pour la loi de finances, qui préparait la loi de finances à l'automne dernier, qui s'aperçoit de ça, qui interroge les personnes les préfectures, qui découvre que des préfets ont dit à leurs agents, bah, écoutez, non, on va faire des renouvellements de titres de séjour, mais on ne va pas faire des régularisations pour les personnes qui sont déjà là. Et donc des dossiers déposés en bonne et due forme depuis 5 ans n'ont toujours pas reçu un début de traitement dans un tiers à peu près des préfectures en France. C'est évidemment gravissime parce que c'est une atteinte c'est une rupture d'égalité entre les territoires. Ça, c'est un grand principe. Et donc, les préfets ont des décisions qu'on appelle discrétionnaires. Il y a une commission du séjour, mais ils ne sont pas du tout liés par les avis de cette commission. Et d'une préfecture à l'autre, c'est oui ou c'est non. Un secrétaire général de préfecture change, le dossier s'améliore ou au contraire est plombé, etc. On est dans l'arbitraire le plus total, le discrétionnaire, et le droit du préfet à décider est devenu l'arbitraire. Et la loi Darmanin a voulu, c'est un aspect qu'on n'a pas bien décrit souvent, je trouve, dans la presse, la loi Darmanin a voulu inscrire d'office dans la loi les dispositions de la circulaire Valls. À partir du moment où vous satisfaisez un certain nombre de critères, alors oui, vous aurez droit à la régularisation et ça ne sera plus dépendant du bon plaisir de l'employeur qui devait donner son accord et ce ne sera plus dépendant du bon plaisir du préfet qui en faisait à sa tête. Christophe, pourquoi est-ce que les Républicains ont annoncé ces propositions là maintenant? Il y a Citrouille qui demandait dans le chat les manœuvres des LR sur l'immigration. Est-ce que c'est une tentative politique de gagner des voix à droite ou est-ce que c'est une réflexion sincère sur leurs fondamentaux? Donc sous-entendu, c'est quoi? C'est de l'affichage? Qu'est-ce qu'il faut Alors, je vais lire faire là-dedans? une réponse de Normand, c'est un peu des deux en fait. Bon, déjà, c'est quand même la conséquence assez logique de l'arrivée à la présidence des Républicains de Éric Ciotti, qui est quand même Mmh, depuis très longtemps sur la ligne dure en fait ouais. du parti, et en particulier sur ce sujet d'immigration. Et puis après, il y a aussi un truc d'opportunité en fait. C'est-à-dire Mmh. que, il y a eu tous les atermoiements, de l'Élysée, de l'exécutif sur le projet de loi. Ils l'ont présenté au Sénat, puis ils l'ont suspendu, stand-by parce qu'il y avait, les retraites. Puis,
Après, Emmanuel Macron redit pendant son discours sur les fameux 100 jours, le projet revient. Puis après, c'était saucissonné. Il y avait l'idée de diviser le projet en Voilà. deux, et puis Oui, de et nouveau de le finalement, c'est un réunifier, seul Oui, texte. de le pour faire voter tronçonner. la Oui. gauche une partie du projet, la On droite l'autre partie. n'a plus rien Oui. compris. C'est ce que vous l'avez dit d'ailleurs en préambule de l'émission. Et donc, eux, ils se sont dit, c'est peut-être un moment de jouer un coup politique. Et puis, en plus, ça leur Montrer que permettait... nous, on a une vision claire, Et quoi. puis, ça leur refait un peu la cerise aussi par rapport aux retraites, où ils ont brillé quand même par leur division. Ils ont vraiment... le gouvernement comptait un peu dessus, et puis finalement, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas été au vote. Mm. Alors, le gouvernement dit que c'est à cause des LR, et LR dit que c'est pas de leur faute. Mais en tout cas, voilà, il y avait tout un moment. Et puis, bah voilà, du coup, là, face aux hésitations, et ils ont pris, en fait, le gouvernement et Gérald Darmanin en particulier, de court, en fait, en annonçant dimanche dernier leurs deux textes. Enfin, je disais que même Gérald Darmanin ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si vite et qu'il soit si bien ficelé. Donc voilà, en fait, ils ont repris la main sur un sujet qui est un de leurs fondamentaux, et puis qui les place aussi au centre aussi un peu de l'échiquier politique actuel, qui se divise quand même entre l'extrême droite, eux, et le macronisme, quoi. François, le thème de l'immigration, c'est un outil de communication Oui, c'est-à-dire que politique. là, les LR refont leur unité sur le dos des immigrés. Ouais. Le sort des immigrés ne les intéresse absolument pas. Absolument pas. Il n'y a aucun intérêt pour le sort des immigrés. Or, c'était quand même plusieurs ministres et plusieurs présidents de commission lors du débat sans vote ont dit à quel point il y avait quand même un énorme problème avec toute une population précaire qui travaille, qui est salariée, qui donne satisfaction aux employeurs, qui donne satisfaction à la communauté locale. Il y a des jeunes sans papier qui acquièrent des diplômes et qui arrivent à trouver un emploi, etc. Et tous ces gens-là sont plongés dans l'irrégularité. Alors, la vision que la droite développe, elle est totalement binaire, elle est manichéenne. Il y a une opposition, mais totale, entre régulier et irrégulier. Ils opposent même parfois les immigrés aux Français, d'ailleurs, Oui, mais... dans les pires cas. Oui, mais même... Oui, alors que 40% des immigrés ont la nationalité française. Mais là, on parle de l'immigration irrégulière. Eh ben, il faut savoir, quand on suit de près, quand on connaît un peu le sujet, moi, je m'occupe de familles afghanes que j'essaie de faire sortir d'Afghanistan. Est-ce qu'elles vont choisir la voie régulière ou la voie irrégulière? Est-ce qu'elles vont attendre 8 mois à Téhéran en déposant une demande à l'ambassade, au consulat de France, 4 mois pour avoir le rendez-vous, 4 mois pour avoir le résultat, et puis payer, voilà, s'offrir un logement en Téhéran pendant 8 mois, acheter les passeports aux talibans, acheter le passage de la frontière, ou est-ce qu'elles vont directement se lancer à travers les frontières de l'Europe et aboutir au Mont-Genèvre, à la frontière franco-italienne? Tout dépend si elles ont un soutien de l'extérieur, si on y a un collectif qui les soutient ou pas. Et donc, le fait de se trouver dans la régularité ou dans l'irrégularité, c'est pas comme le croient les LR, comme ils le font croire, c'est pas l'opposition de deux espèces d'humanité. C'est pas les bons et les méchants. Celle qui fraude et celle qui respecte les lois. J'étais un jour dans une émission face à une sénatrice bretonne qui disait « mais la régularisation, c'est l'État qui récompense la fraude ». Mais c'est complètement déconnecté de la réalité de raisonner ainsi. Dans la pratique, les trajectoires sont très indécises. Et d'ailleurs, le grand collectif des agences des Nations Unies et les plus principales associations humanitaires, dont la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, etc., ont fait une déclaration l'an dernier évoquant ce qu'on appelle la loterie de l'asile, asylum lottery, le fait que se retrouver sur le versant régulier ou irrégulier, c'est extrêmement aléatoire. Et donc, vous voyez l'idée qu'il y a les gentils et les méchants, qu'il y a les fraudeurs et les gens respectueux de la loi, mais c'est pas seulement naïf ou simpliste, ou simplet, j'ai presque envie de dire. C'est être vraiment complètement déconnecté de la réalité. Mais bon, ça marche auprès du public qui ne sait pas trop ce qu'il en est, et en même temps, il y a une grande hypocrisie dans la société française, parce qu'on est bien content qu'il y ait des gens dans les arrière-cuisines des restaurants, dans les cuisines des restaurants pour faire le travail, qu'il y ait des personnes qui peuvent soigner des proches, qui, même si le CESU a baissé, a réduit la proportion de travail au noir dans ce domaine. On est bien content aussi que le travail agricole puisse se faire par... donc la société en réalité a besoin de travail à tous les niveaux de qualification, et pas uniquement, comme le prétendent les LR, au niveau de qualification les plus élevés. À tous les niveaux de qualification, on a des besoins, que ce soit dans les services aux personnes, la sécurité, l'agriculture, le monde hospitalier, etc., etc., et la technologie, enfin bref.
Christophe, il y a aussi cette proposition-là qui viserait à inscrire dans la Constitution la possibilité de déroger à la primauté des traités et du droit européen quand, je cite, les intérêts de la nation sont en jeu. C'est possible, ça, de Ben, déroger aux c'est traités européens? alors Est-ce qu'il y a d'autres pays européens qui ont déjà essayé? alors c'est possible, il y a quelques pays alors ça s'appelle, les opt-out ou les options de retrait, Mmh. négociées. Donc ça se fait entre États et au niveau des 27, il faut négocier donc, sur tel ou tel domaine, cette option de retrait. Le Danemark par exemple, qui est beaucoup cité en exemple en ce moment, a un Oui. opt-out, sur, justement les sujets d'immigration. Ça veut dire qu'ils ne sont pas, assujettis aux mêmes, règles que le reste de l'Europe. Après là, c'est assez flou en fait ce que propose, exactement LR parce que Mmh. bon, déjà, les intérêts vitaux de la nation, mettre l'immigration là-dedans, ça suppose que c'est un risque considérable pour les intérêts vitaux de la nation et c'est là où on est quand même plus dans, une sorte de On est discours, dans de l'idéologie. propagande et Mmh. d'idéologie que dans la réalité. Enfin, je pense qu'on va en reparler après. Donc, en tout cas, c'est possible, techniquement. Après, est-ce que c'est possible, réellement dans le cadre d'une négociation et pourquoi faire exactement? C'est une autre question qui est pas du tout pour l'instant, dans ce qu'on sait de ces, propositions de loi. Gérald Je Darmanin a voudrais, parlé je d'un voudrais Frexit migratoire. Oui, c'est un Frexit, ce que propose de fait, ce que Laurent Wauquiez aussi a Mmh? proposé dans l'interview récente au Point que reprennent les trois ténors Oui, des LR, le tous concert en des trois chœur. tonnerres, voilà. C'est l'équivalent d'un Frexit. Mais en réalité, ça procède d'une analyse juridique, mais qui est très médiocre, qui est que les vrais juristes n'approuvent pas du tout, parce que vous avez toute une série de pays en Europe qui sont bel et bien dans l'Union européenne, qui ont bel et bien ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, qui néanmoins n'accueillent pas d'immigrés, ne pratiquent pas de regroupement familial. Donc il y a la preuve par le contraire qu'on n'est pas obligé de quitter la Convention européenne des droits de l'homme pour retrouver une certaine souveraineté sur la migration. Et d'ailleurs, Marine Le Pen elle-même l'avait compris, puisque un peu à la surprise générale, pendant la campagne électorale, elle avait annoncé que non, la France n'avait pas besoin de se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme pour retrouver la maîtrise de son immigration. Et elle s'était fait évidemment étriper par Éric Zemmour pour cet abandon, cette lâcheté, mais juridiquement, elle avait raison. Je pense qu'elle l'a appris auprès de ses amis polonais, hongrois, slovaques, tchèques, etc., qui effectivement n'ont pas besoin de se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut voir que quand même, quels sont les pays qui sont retirés de la Convention européenne? Je ne parle pas Mmh. des options, des opting out, mais les pays qui sont sortis de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est la Russie et le Bélarus. Et la France, qui fait partie des 5 fondateurs, avec la Cour européenne des droits de l'homme qui est à Strasbourg, je le rappelle, sur son territoire, ne peut pas comme ça, à la légère, simplement pour refaire l'unité des LR sur le dos des immigrés, quitter, démanteler 50 ans de construction jurisprudentielle, comme disent les juristes. C'est impossible. Et en fait, l'erreur des LR vient d'un point très précis, c'est le fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de mener une vie de famille normale. C'est l'article 8 qui est utilisé notamment pour justifier le regroupement familial. Alors les LR disent c'est scandaleux, c'est une interprétation des juges qui a créé ce droit, nous sommes prisonniers du gouvernement des juges européens et un carcan que nous sommes obligés de subir, etc. Alors là, erreur totale. Parce que si vous lisez l'article 8 en question, si vous lisez aussi le mode d'emploi de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est mis à jour tous les mois par les greffiers de la Cour de Strasbourg, c'est en ligne, il faut aller les regarder, il faut aller regarder ces documents, c'est accessible. Si vous regardez ça, vous vous apercevez, à votre grande surprise, que certes, il y a un premier alinéa qui consacre le droit à la vie privée et familiale, et puis un deuxième alinéa beaucoup plus long qui énumère toutes les dérogations qui permettent aux États de ne pas respecter la vie familiale, les nécessités d'ordre public, de santé publique, il y a une longue liste extrêmement vague qui fait que dans la pratique, quand vous regardez vraiment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg, eh bien en fait les États ont une marge de manœuvre considérable pour ne pas consacrer le droit au regroupement familial. Donc il y a un mythe, le mythe de l'article 8, le mythe de la Convention européenne des droits de l'homme. Non mais c'est un amateurisme, mais total. Si vous discutez avec les juristes,
ils sont nombreux, qui s'intéressent vraiment, qui travaillent de près sur la Convention européenne des droits de l'homme, eux, ils disent exactement l'inverse. La Cour est beaucoup, beaucoup trop laxiste envers les États. Elle laisse aux États des marges de manœuvre beaucoup trop importantes. Il faudrait être plus rigoureux pour respecter les droits de l'homme. Donc on est complètement à front renversé. Et pourquoi les LR sont-ils tellement ignorants de la réalité juridique? C'est parce qu'en fait, ils sont dans une surenchère interne. Lors des primaires pour la conquête de la présidence du parti ou pour l'investiture présidentielle l'an dernier, qu'est-ce qu'on voyait? Il y en avait un qui disait il faut un moratoire de 2 ans ou de 5 ans sur le regroupement familial. Alors l'autre disait non, il faut stopper complètement l'immigration familiale. Et donc ils sont tellement dans leur surenchère interne, dans une logique de plus dur que moi tu meurs, qu'ils ne regardent même pas les textes et les réalités. Donc il y a un fact-checking juridique qui est indispensable, puis il y a le fact-checking statistique qui est très simple. Le regroupement familial a diminué depuis 15 ans. Il est en En recul. France, Mais il est contenu en il fait. est contenu. Il n'y a pas de... Mais oui, parce que les 22 lois qui Oui. ont été promulguées depuis 86, Bah, elles ont elles ont beaucoup ça, ciblé. bien Ah sûr. bah oui. Donc on a lutté C'est pas contre une les... nouveauté, en gros, en On a résumé. lutté contre les mariages blancs, contre les mariages gris. Le maire doit vérifier la réalité de la vie maritale. Et juste un dernier détail, mais qui je trouve très révélateur, dans le projet de la droite sénatoriale qui est repris par les LR, il y a l'idée, écoutez, jusqu'à présent, le regroupement familial, il faut attendre 1 an et demi pour que les conjoints puissent se regrouper ou pour que les parents et les enfants puissent se regrouper. 1 an et demi, c'est pas assez. On va mettre 2 ans. Qu'est-ce que ça apporte d'ajouter 6 mois de séparation de plus entre les parents et les enfants ou entre les conjoints? Est-ce que c'est vraiment dissuasif? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est dissuasif? Est-ce que c'est ça qui va permettre à la France de retrouver la maîtrise de l'immigration? Vous voyez, on est là dans un niveau, franchement, enfin là, quand on regarde les faits, quand on regarde la construction juridique depuis des décennies, on est là à un niveau de réflexion, d'analyse qui est quand même affligeant. Christophe, François parle de surenchère incessante au sein des Républicains. Est-ce que vous partagez ce constat? Ils sont pas si unis que ça, en fait. En fait, ils sont unis autour de... C'est la bataille, quoi. C'est une bataille. Après, c'est comme l'a dit François Héran, c'est une bataille parfois sémantique à la virgule au machin. C'est pas très intéressant. En fait, globalement, ils sont quand même tous d'accord pour dire que les étrangers, c'est des trucs assez pratiques sur lesquels on peut taper en France. Mais en fait, la surenchère, ce qui est intéressant, et surtout dans ce moment précis, c'est que elle n'est pas que à l'intérieur des Républicains. La surenchère, elle est aussi du côté de l'exécutif, avec les propos de Bruno Le Maire qui dit les Français veulent de la fermeté, encore de la fermeté, on va leur donner de la fermeté. On parle beaucoup au nom des Français. Et Gérald Darmanin, pareil, qui dit dans ce que propose LR, il y a plein de choses qu'on fait déjà, mais il y a d'autres choses qu'on peut reprendre, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, quand même, il y a le RN, Marine Le Pen, qui dit c'est un copier-coller de nos idées à nous. Et puis Reconquête qui dit, Éric Zemmour, dimanche dernier, sur une radio concurrente, qui disait c'est pas mal, peut mieux faire, mais moi je serais encore plus. Donc lui, il est dans la surenchère évidemment la plus totale, mais sauf qu'en ce moment, toutes ces surenchères-là, elles ont quand même des conséquences réelles, physique. On a vu le maire de Saint-Brévin qui a été obligé de démissionner. On voit... c'est pas que des mots, vous dites. Oui, en fait, c'est ça. C'est que ces surenchères, elles finissent par avoir des effets concrets et réels aussi dans le quotidien des gens, quoi. Et à mon avis, c'est quand même là où... on peut pas juste se dire ils font des effets de com et tout ça. C'est que derrière, il y a des gens qui vont subir ces lois, il y a des gens qui vont avoir peur, il y a des gens qui vont être dans la clandestinité encore plus qu'ils ne le sont actuellement. Et tout ça, en fait, c'est gommé, ça n'existe pas, quoi. Parce qu'on a le mot-clé submersion migratoire ou immigration incontrôlée qui semble tout emporter. Et qui ne correspondent pas du tout à la réalité, parce que submersion, moi dites-nous quelle est la réalité écoutez, alors il faut française. Distinguer les différentes catégories de migration. Le flux migratoire qui a le plus augmenté de loin depuis 15 ans, c'est les étudiants internationaux.
Certains disent, mais c'est pas tout. L'idée qu'il y a de faux étudiants, elle Oui, là, valait les LR, beaucoup. ils veulent Elle vérifier que valait les études beaucoup. soient bien Ouais, il valait sérieuses. beaucoup il y a 15 ans ou 20 ans, mais il y a tellement d'intérêt à décrocher un diplôme que les Mm. étudiants n'ont pas intérêt à faire semblant de faire les études. Ils ont intérêt à décrocher leur diplôme parce que ils savent que c'est vraiment très important pour leur avenir. Donc là, il y a beaucoup de mythologie aussi. Mm. Donc les étudiants internationaux, c'est ce qui a le plus progressé. La migration familiale, globalement, a diminué. Mais dans Mhm. la migration familiale, il n'y a qu'une petite partie qui est du regroupement familial, c'est-à-dire Mhm. des étrangers qui font venir leurs conjoints ou leurs enfants mineurs. Les titres vie privée, vie familiale, par Mhm. exemple, comme ceux qui sont accordés avec la nationale, ce n'est pas du regroupement familial, puisque par définition, il faut démontrer que la famille est déjà là, qu'on n'a plus de famille à l'étranger. Et il y a une bonne partie de la migration familiale, c'est des conjoints de citoyens européens, etc. Donc il faut regarder les chiffres du ministère de l'Intérieur, les chiffres, comparer les chiffres aussi au reste de l'Europe. Et ça, on ne le fait pas. Et puis, quand on regarde la demande d'asile, alors là, j'ai regardé en détail, c'est absolument stupéfiant. Vous regardez les déplacés, ce que les Nations Unies appellent les déplacés. Quand il y a un conflit au Proche-Orient, par exemple, vous avez la Mhm. moitié des gens qui sont déplacés à l'intérieur du pays, puis l'autre moitié, en gros, essaie d'aller en Europe. Et vous regardez, parmi les millions de gens qui ont essayé de demander l'asile en Europe, combien se sont adressés à la France? Notre part, parce qu'on dit toujours qu'il faut prendre notre part. Notre part, ce serait quelque chose entre 14 et 18%, parce que nous sommes 14% de la population européenne, nous avons 18% de sa richesse, de son PIB. En fait, on a enregistré que 4% des Syriens déplacés en Europe, et pas Donc 15%. On a proportionnellement, la France enregistré n'est pas le pays qui accueille le nous n'avons plus pas pris notre d'immigrés. part. On a enregistré que 4% des Irakiens, que 8% des Afghans, et même les Ukrainiens, 4% seulement, parce que les Ukrainiens vont dans les pays où il y avait déjà des Ukrainiens. C'est les diasporas qui ont pris leur part, c'est pas les États. Et donc, l'idée que nous aurions toute une série de dispositifs, l'aide accordée aux demandeurs d'asile, l'AME, l'aide médicale d'État. Il faut rappeler que nous ne sommes pas le seul pays au monde à soigner les sans-abri, nous sommes le seul pays au monde qui a affiché une ligne budgétaire isolée sur ce domaine-là, puisque ce n'est pas la protection sociale, c'est un budget de l'État. L'idée que le droit du sol, etc., que tout ça, ça rendrait la France beaucoup trop attractive. Mais si c'était vrai, C'est le si pays rêvé, la France, quand mais on non, est mais si un c'était vrai, si étranger, vraiment franchement. nous étions l'Eldorado dont parle M. Ciotti, à ce moment-là, nous devrions prendre beaucoup plus que notre part de la demande d'asile. Or, nous prenons à peu près 3 ou 4 fois moins que notre part. Je te donne un exemple. L'Allemagne a enregistré 17 fois plus de demandes d'asile de Syriens que nous. 17 fois plus. Donc, cessons de raconter que la France est attractive. C'est faux, c'est un mensonge. Il faut quand même, et donc l'idée que toute la politique migratoire, ça avait consisté à supprimer des dispositifs qui rendraient la La France France soi-disant attractive, attractive. c'est un attentat à la raison. C'est contraire aux faits les plus élémentaires. Christophe, une réaction peut-être Non, à ce que enfin, raconte François? de toute façon, c'est ça qui est vraiment, assez, affligeant, en fait. C'est que, Donc quand on entend parler d'immigration massive, non, mais même le terme, submersion, migratoire ou immigration incontrôlée, Sauvage. sauvage, quand on parle à propos justement, de la CEDH et cetera, de la perte de souveraineté française, mmh, en fait, on est sur, vraiment un truc, de remeugle de tout ce que l'extrême droite identitaire a mis dans le débat progressivement public depuis, une trentaine d'années, on va dire, en fait. Et en fait, c'est ça qui est assez, perturbant, c'est qu'en fait, des choses qui étaient, avant confinées à des petits groupuscules ou groupes, d'extrême droite, finissent par quand même gagner, des partis, dits de gouvernement, enfin voilà, quand on parle de submersion migratoire et de perte de souveraineté, de migration incontrôlée, en fait, la phrase d'après, c'est quand même le grand remplacement. C'est qu'il y a un truc, il y a un c'est moment, l'idée, on sera plus chez nous en France. c'est l'idée. On est chez nous, on n'est plus chez nous. Donc en fait, tout ça, c'est quand même des choses qui avant étaient cantonnées à une frange très extrême de l'extrême droite et qui maintenant est quand même à place ouverte dans le débat public d'une façon générale, quoi. Et Submersion migratoire, c'était le terme utilisé par Marine Le Pen
en septembre 2015, au moment où les Syriens commencent à affluer en Europe comme demandeurs. Et Mm. elle a dit, voilà, la Syrie, c'est la submersion migratoire, c'est voulu par l'Europe, elle veut détruire les identités nationales en envoyant des millions de migrants en Europe de l'Ouest, en France. Or, il n'y a pas eu de tsunami syrien. Absolument pas. C'est même exactement le contraire. Nous n'avons pas pris notre part de l'accueil des Syriens. Donc, toutes ces annonces, voilà, il y a aussi l'idée du tsunami. Et c'est très intéressant. C'est pour ça que dans mon livre, ça s'appelle le Grand Déni, parce que Oui, il y a j'allais l'idée, vous voilà, demander le déni d'immigration, ben qu'est-ce oui, que c'est? parce qu'il y a l'idée, il y a deux idées complètement contradictoires. D'un côté, on gonfle à outrance avec Mm. des termes complètement dévoyés, l'ampleur de l'immigration. Pour promettre qu'on va rétablir Et, l'ordre et derrière, en voilà, et fait. donc on dit il y a un tsunami. Alors après, Mm. qu'est-ce qu'on fait face à un tsunami? On dresse un barrage contre le Mm. tsunami. Enfin, Mm. ça paraît. Et on dit bah oui, on va dresser un barrage, on sera ferme, mais cette fois beaucoup plus ferme que jamais. Mm. Tous les gouvernements qui ont précédé ont été laxistes. Hein. Ils n'ont jamais rien fait. Alors ça, c'est le Nous, on syndrome du va... politique. Ça, ouais. c'est le syndrome. Les autres n'ont jamais rien fait. C'est nous qui allons agir pour la première fois. Ben, je ne sais pas. Ils ont la mémoire courte parce que à l'époque de Sarkozy, il y avait déjà l'idée d'une refonte totale de la politique migratoire, l'idée d'une rupture, etc. Tout le vocabulaire utilisé par Eric Ciotti était utilisé par Sarkozy. Et donc, ils n'ont pas, c'est ça qui leur manque, il n'y a pas le début du commencement d'une analyse du pourquoi cette impuissance des politiques. Pourquoi la migration a-t-elle continué à progresser, la part des immigrés dans la Depuis une population vingtaine française? d'années, partout Oui, dans le monde. depuis Pourquoi? 2000. Parce que ce n'est pas une Voilà. exception française. Mais L'immigration non. ne progresse pas qu'en Il y a la France. mondialisation des études, il y a l'augmentation des conflits de plus en plus durs, parce que les dictatures s'accrochent. Il y a aussi des pays émergents qui sont situés à peu près à la moitié de l'échelle du développement, le Maghreb, l'Arménie, la Géorgie, les pays des Balkans, etc. Et ce sont ces pays-là qui émigrent le plus. Ce sont les pays où on a à la fois l'aspiration à migrer et des moyens pour migrer. On évoque rarement la mondialisation comme... Oui, ce n'est pas les plus pauvres des plus pauvres qui migrent le plus. C'est des pays comme le Tchad ou le Niger, ils migrent très peu. Et puis les grands géants démographiques comme le Nigeria, mais aussi l'Inde, les États-Unis, la Chine, etc., ont des taux d'immigration très faibles. Les pays qui ont les taux d'immigration les plus élevés, par exemple, c'est les Balkans. Enfin, plus de 20% de la population des Balkans vivent à l'étranger. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Donc, il y a une vision complètement déformée de la chose. Alors, c'est vrai que nous n'avons jamais eu autant d'immigrés que maintenant. Bon, à peu près 12% de la population, le double si on ajoute la seconde génération. On arrive à un tiers si on a les 3 générations, mais avec des brassages, des unions mixtes considérables. Hein. Il y a une interprétation. Les populations ne s'éloignent pas au fil des générations et des unions, elles se rapprochent. Et ça, on ne le dit pas. Et j'ai été très frappé, par exemple, lorsque l'INSEE et l'INED ont annoncé que 31% des adultes en France avaient un lien avec l'immigration sur 1, 2 ou 3 générations, ce qui est une révélation. C'était la première fois qu'on avait le droit de poser des questions sur les origines non seulement des parents, mais aussi des grands-parents. Le journaliste du Figaro, qui avait assisté à la conférence de presse de l'INSEE, avait très bien compris qu'il y avait effectivement 31% des adultes liés à l'immigration sur 3 générations, mais qu'en même temps, il n'y en avait que 5% qui avaient leurs 4 grands-parents immigrés. Seulement 5%. Ça veut dire quoi? Parce qu'entre-temps, il y a des unions mixtes, un brassage. Alors, à la première génération, ça commence un peu. À la seconde, ça se développe. À la troisième, c'est très puissant. Et voilà. Et donc, mais le journaliste l'avait très bien compris. Mais l'éditorialiste en première page a dit, vous vous rendez compte, 31% de la population de la France est à l'immigration. Mais où allons-nous? Ça a été tout de suite récupéré. Que serons-nous dans 20 ans? Et j'ai trouvé ça typique. Le journaliste qui lui avait bien suivi la conférence de presse de l'INSEE, qui s'avait bien expliqué les choses, il avait bien interprété les chiffres. Et l'éditorialiste qui était dans l'idéologie pure et simple, lui disait, grand remplacement. C'est ce que raconte notre invité, votre invité. Donc, vous voyez, donc là, il y a aussi une inculture. Culture statistique, il y a un côté, nous sommes là, nous tournons en rond, nous rivalisons de dureté. Personne n'a été ferme. On n'a jamais essayé la fermeté. C'est une phrase de Marine Le Pen. On n'a pas encore essayé la fermeté, alors que depuis 20 ans, Pasqua, Sarkozy, etc., ont tous dit, Gérard Collomb, ont tous parlé de la fermeté. Mais non, mais cette fois, on sera fermement ferme. C'est franchement, c'est très naïf. Et Eric Ciotti passe son temps à dire qu'il faut sortir de la naïveté. Il faudrait d'abord qu'il en sorte lui-même. Christophe, que dit Gérald Darmanin sur l'immigration?
C'est quoi sa position en ce moment? Parce qu'il y a eu des moments, vous le citez d'ailleurs dans votre livre, c'était l'an dernier, Gérald Darmanin qui dit: «Ça sert à rien de lutter contre l'immigration fait partie de la France c'est les immigrés, on peut pas lutter, contre les On mouvements, ne peut pas être contre le mouvement des hommes. voilà, on ne peut pas être contre le mouvement des hommes». Est-ce qu'aujourd'hui il assume encore entre guillemets cette position-là? Si on prend par exemple Il se l'exposé situe où? des motifs du projet de loi qui est bloqué au Sénat actuellement, il commence exactement par ça, en fait, par dire la Ouais. France est une terre d'immigration, une terre Il tient d'accueil. quand même à Il ça. tient ce bout-là, mais en fait, après, si on regarde dans les faits, ça tient nettement moins. Enfin, s'ils sont D'accord. partagés avec Olivier Dussopt, ministre du Travail, le projet de loi justement en deux pour qu'il marche sur ses deux jambes avec le fameux titre de séjour pour les métiers en tension, c'est bien que parce que Gérald Darmanin, lui, portait le truc, bah, on est les méchants, on est musclés, et on va faire la fermeté ferme évoquée tout à Mmh. l'heure. Et puis de l'autre côté, on va avoir pour les métiers en tension et tout ça, porté par Dussopt. Donc, ce qu'il dit, en fait, Alors finalement, c'est un peu plus compliqué que ça parce que, on s'est bien renseigné et Dussopt n'est pour rien dans le volet, de la Des tra régularisation des métiers en tension. C'est vraiment Darmanin qui s'est laissé convaincre, notamment par Maryline Poulain, qui est la dame de la CGT qui depuis 14 ans, avait travaillé à défendre les sans-papiers, pas sur un mode radical en disant, accueil de tous, mmh. régularisation massive, non, mais en négociant avec les préfectures. Il y a 2 façons, hein, de lutter pour, les droits des sans-papiers. Et c'est elle qui a convaincu Darmanin et en fait, avec l'appui de beaucoup d'employeurs, parce que les employeurs sont très nombreux, pas au MEDEF, au sommet, où là, ils se récrient et ils sont surtout Non, pas, ils ne demandent pas patrons, l'assouplissement des lois sur l'immigration. Mais les patrons de base, les entrepreneurs de base, eux, ils ont vraiment besoin de pouvoir continuer à recruter des travailleurs immigrés. Et la loi qui va les obliger cette fois, à déclarer les choses, hein, quand même, et à ne pas s'opposer à la demande de régularisation des employés, hein. C'est ça que projette la loi quand même. C'est inspiré par Maryline Poulain, qui a raconté tout ça en détail dans une interview à l'Obs, qui n'a pas attiré beaucoup l'attention parce qu'elle était un peu technique, peut-être cette ouais. interview, mais c'est elle qui a inspiré Gérald Darmanin et non pas. Olivier Dussopt n'est pour rien dans le volet OK. gauche en fait, de c'est la une loi. question Voilà. d'affichage, c'est ça que je voulais dire. Oui, C'est Oui, dans sur oui, le oui. l'affichage, papier, et Il y avait le pour, tandem. voilà, pour, Ouais. en fait, finalement, tout ça n'est qu'un affichage par rapport à ce qu'est l'Assemblée aujourd'hui, à tenir l'aile gauche de Renaissance, puis les et droits de la l'autre côté, et tout majorité ça. a besoin de la droite, Bah, pour faire ils se passer ces tiennent, là, pour le textes. coup, politiquement, là, Il va l'un et l'autre sauter se ce tiennent. volet-là sur le titre de séjour pour les travailleurs, Alors, je suis pas dans le cabinet de Gérald ouais. Darmanin, je pourrais pas vous dire. Je sais pas. Si vous Franchement, voulez, Éric Ciotti, très tôt, a dit, c'est une formule vraiment étonnante. Oui, le projet de régulariser les travailleurs dans les métiers en tension, c'est un chiffon rouge qui rend cette loi impossible à accepter. Et il s'est appliqué à lui-même l'expression de chiffon rouge. Quand on dit que quelqu'un réagit devant un chiffon rouge, ça veut Mmh. dire qu'il a des réflexes purement mécaniques, purement pavloviens, qu'il est incapable de raisonner, qu'il réagit. Donc il appliquait à lui-même cette attitude de rejet complètement mécanique. Et là, je crois il y a un problème de fond. La philosophie zéro régularisation, elle n'est pas tenable. Vous ne pouvez pas, aucun État, même un État attaché au maintien de l'ordre public, puisque c'est ça leur grande affaire, et que la lutte contre l'immigration irrégulière est effectivement un objectif d'ordre public qui a un rang de valeur, qui a valeur constitutionnelle d'après le Conseil constitutionnel. Mais l'inverse aussi est vrai. Si vous faites zéro régularisation, vous laissez donc se développer toute une population de gens sans statut, qui continuent de travailler dans En toute une série situation de régulière. secteurs, Mmh. qui occupent souvent des emplois essentiels. Et C'est ça pas aussi, souhaitable non plus. c'est contraire à l'ordre public. Et donc, l'idée de zéro régularisation, c'est aussi stupide, en fait, c'est aussi borné que l'idée de zéro migration. C'est du même acabit. Alors dans le chat, on a, Kestata qui dit alors, d'ailleurs si vous pouviez citer votre source, ça serait bien, mais je vous lis le commentaire. 74 des Français pensent qu'il y a trop d'immigration. Que pensez-vous de ce sondage? J'allais vous demander, que Alors, penser des sondages tout court
sur ce sujet-là, qui sont brandis ici et là, encore dans le Figaro ce matin, Il y a deux un types de article qui sondages. disait Il les y a Français sont d'accord avec les propositions Non, mais LR. il y a 2 types, d'enquêtes. Il y a toute une série d'enquêtes, elles existent un peu partout dans le monde occidental. Mm. C'est Gallup qui a commencé à poser le premier ces questions et les sondeurs français ont reproduit ces questions. Pensez-vous qu'il y a trop d'étrangers en France? Là, on trouve Mm. à peu près les 2 tiers de la population qui disent: «Oui, il y a trop d'étrangers en France». Je cite, le sondage Fracture française du Cevipof fait par, heu pour le Cevipof et Le Monde. Pensez-vous que, en général, les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer? La question est crue, hein. Et là Et aussi, de vous toute allez... façon, la question est orientée. Alors, quand vous passez tout un questionnaire, posiez que des questions comme ça, vous Ah oui. commencez à légitimer la Y chose. a-t-il trop Mais alors d'eux? justement, donc là aussi, 2 tiers des Français pensent que, de façon générale, SIC, les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer. Or, on a observé, cette enquête qui existe depuis 2013, cette Mhm. proportion augmentée, qu'au moment du Covid, quand on a découvert que les immigrés, plus qu'à leur tour, remplissaient des emplois essentiels, assuraient la continuité de la vie sociale, de l'alimentation, de la sécurité, du transport, etc., pouf, le chiffre a tout à coup baissé à 55%, de 10%, ce qui n'était jamais vu dans l'enquête. Mais surtout, quand vous regardez en détail ces enquêtes, que vous regardez par opinion politique, par affiliation politique, les chiffres varient de 24% pour la gauche ou l'extrême gauche à 95% pour le Rassemblement national, de gens qui pensent qu'il y a trop d'étrangers. Donc ce n'est pas un constat, c'est un jugement politique. Et puis, il y a une grande question à avoir, je termine là-dessus, je suis un peu long dans mes réponses, c'est: quand est-ce que le législateur ou le pouvoir exécutif doit tenir compte de l'opinion publique? Il y a des domaines où, manifestement, il faut absolument suivre l'opinion publique. Et Bruno Retailleau dit: les Français nous le disent tous dans les sondages, il y a trop d'idées étrangers en France. C'est une des justifications qu'il apporte dans le concert des 3 ténors qu'on a évoqués. Alors, il semble que pour l'immigration, oui, là, il faut suivre l'opinion publique. Pour les retraites, c'est exactement l'inverse. Oui, Il y un a coup, des... le politique Voilà. guide le peuple et en Quand sait... est-ce qu'il faut suivre Oui, l'opinion publique? C'est mais un oui, beau oui. sujet pour les étudiants de Sciences Po. Oui, Vous avez 2 heures pour remettre la copie, 4 Mm. peut-être. oui, sous Expliquez-nous couvert de quand il faut démocratie. suivre l'opinion publique et quand il faut surtout pas la suivre. Mm. Donc voilà, je réponds à la question peut-être par une autre question. Oui, mais c'est intéressant, Christophe. Par ailleurs, Vous vouliez réagir, pardon. ouais, en fait, à Mediapart, on ne commande ni ne commente Mm. les sondages, donc je ne vais pas commenter le sondage en question qui parle des Mm. 74%. Mais de toute façon, il faut aussi remettre ça dans un contexte plus général. C'est-à-dire que quand il y a à longueur sur certaines chaînes d'infos, quand il y a à longueur de temps sur certains magazines, certains journaux, Mm. le problème de l'immigration, le mot submersion, le mot immigration incontrôlée, les Français, ils croisent très certainement quelques étrangers Mm. dans leur journée, mais enfin, ils ne sont pas en train de réfléchir à la question. Donc, en fait, Leur réalité, c'est les ils médias répondent sur cette finalement, ils question. répondent aux médias qui eux-mêmes vont prendre les sondages pour continuer de parler du même sujet. Et en fait, il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe, qui fait qu'il y a un moment où plus personne n'y comprend rien et on fait juste une réponse presque réflexe, je On pense. donne pas assez la parole, peut-être, aux immigrés, en fait. Non, dans les médias, je trouve. Alors, vous avez raison, c'est vrai En ce moment, que on parle beaucoup c'est vrai que d'immigration, mais on... les immigrés sont extrêmement discrets en France par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, Mm. j'ai vécu aux Pays-Bas un certain temps, ou même en Allemagne, où voilà, ils parlent et s'expriment. Ils ont des associations extrêmement puissantes. Par exemple, aux Pays-Bas, ils avaient réussi à obtenir que les cours de langue soient gratuits. Ils sont gratuits en France, mais ils ne l'étaient pas aux Pays-Bas. Ils ont lutté, ils ont obtenu gain de cause. Donc, et puis, ils ont aussi, ils peuvent être électeurs aux élections municipales. Donc, on a de grandes villes qui ont des maires marocains ou d'origine turque. Enfin bon, ce qui en France n'existe pas. Et c'est vrai que ça contribue à... Et puis, je pense que Peu de ce qui manque... visibilité. Oui, puis ce qui manque aussi, c'est: est-ce que vous avez le souvenir d'un seul discours du président de la République ou même d'un ministre, sauf l'allusion très rapide, un peu provocatrice de Gérald Darmanin disant que la France est un pays d'immigration? Est-ce que vous avez le souvenir d'un seul discours présidentiel montrant des aspects positifs de l'immigration? Il y a eu un petit moment pendant le Covid, où là, Marlène Schiappa a dit au préfet: tenez compte des services rendus pendant le Covid et pour accélérer les dossiers de naturalisation. Et puis, ça a duré 15 jours.
Ça a disparu. Il n'y a pas l'idée, si vous analysez les discours d'Emmanuel Macron sur l'immigration, c'est l'immigration, c'est quelque chose dont il faut se protéger, dont il faut protéger l'Europe. Le mot-clé, c'est protection. Alors du coup, effectivement, alors que donc il n'y a pas l'ombre. Bon, je ne sais pas, sur la question des retraites, il s'est répandu en pédagogique qui vaut ce qu'il vaut, qui était convaincu ou pas. Mais alors là, en matière d'immigration, il n'y a pas de pédagogie du tout, hein. C'est vraiment, c'est en fait la démagogie, voilà. Christophe, peu de discours de la part des politiques positifs sur l'immigration, y compris venant de la gauche en ce moment. Que dit la gauche? Comment la gauche réagit en ce moment? C'est pas ma spécialité, Oui, la Je suis gauche, hein. content oui, de ne c'est pas vrai. avoir à répondre à les questions. Non, mais Non, en fait, il y a elle un se manque de courage voilà, politique en de fait, ce point de voilà, vue-là. je dirais ça. Je dirais que, en fait, Les sur le gens ont fond, on sait peur. bien que, la gauche, qui va de LFI jusqu'au PS, est pas aussi Mmh. bornée et aussi bas du front que la droite sur ces questions et qu'elle est beaucoup plus ouverte et maligne, intelligente sur la question. Mais elle se retrouve, à mon avis, elle-même piégée dans le cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure. Quand, Elle ne s'affiche pas sur ces sujets-là. c'est-à-dire qu'elle a peur, en fait, quand, un sondage comme celui, de ce matin ou d'hier matin, du Mmh. Figaro et après en boucle partout et tout ça et qu'on interroge, les politiques de gauche que sur cette question En de disant: «Mais 74 comment des pouvez-vous Français, défendre vous êtes ceci quand voilà. les 3/4 des Français sont» bah Moi, à oui. mon avis, ils se retrouvent un peu piégés et c'est là où, par contre, peut-être on peut leur faire un reproche, c'est que, je vois pas de réflexion très aboutie et très approfondie sur comment on sort de ce piège. En fait, je trouve que c'est presque par là qu'il faudrait commencer, parce qu'en fait, le fond, on sait que ils sont plutôt, à la Mmh. limite, enfin, ils sont bien, enfin, c'est pas le problème, mais c'est comment on sort du piège. Mais je Et voyais que vous étiez pas d'ailleurs forcément dans votre d'accord. papier, pardon, mais dans votre papier qu'on a mis dans la liste des liens, que vous avez publié sur Mediapart, vous dites sur cette partie-là, sur la gauche, que par exemple à Mayotte, je crois il y a un seul élu qui est allé et qui Oui, a depuis l'opération, enfin depuis, le début de l'année là, c'est pas moi, c'est Libération qui avait fait le mmh, décompte, il y a eu Damien Carême qui s'est rendu sur place ouais, Mm. et c'est tout. ouais. Voilà. Écologiste, oui. François, Si vous voulez, quand vous regardez sur le piège. oui, quand vous regardez les programmes électoraux de la gauche dans toute l'année Bah, 2022, ouais, même il pendant y la a, campagne, il y a 2022. quelques éléments sur il faut donner des voies légales d'accès aux migrants, ce qui est effectivement une bonne chose. Il n'y a pas assez de voies légales, d'où effectivement une irrégularité Mmh. inévitable pour certaines personnes, bon, qui ont autant de mérite pourtant que bien d'autres. Il y a des choses sur la régularisation, mais c'est pas très clair. Est-ce qu'on régulariserait tout le monde ou seulement une partie et comment, sur quels critères? Mmh. On manque justement de l'idée que, par exemple, il faudrait que la circulaire Valls puisse ne pas être simplement à la discrétion des préfets, mais entrer de plein droit dans la loi. C'est quelque chose qui a été proposé par le projet de loi Darmanin et pas par la gauche, enfin, à ma connaissance. Donc, il y a un grand embarras. Mmh mh. J'ai discuté avec certains leaders de la gauche. Il y a un grand embarras sur la question, parce que c'est ce que j'appelle la peur de la peur. L'électorat a peur de l'immigration parce qu'on on a tellement cadré le débat en ce sens, et les politiques ont peur de l'électorat. La peur qui gouverne, Oui, ben oui, la peur est très et la raison, du coup, est quand même très loin de tout ça. Et alors, après, il y a des études très précises. Je pense par exemple aux travaux d'Hervé Lebras, qui sont très intéressants, qui montrent qu'au niveau géographique local fin, au niveau du canton, par exemple, il n'y a pas de corrélation entre la présence forte d'étrangers et le vote à l'extrême droite. Il y a même parfois une corrélation inverse. C'est-à-dire qu'on a peur d'un étranger qu'on voit à la télévision, dont on cause à la télévision sur les chaînes en continu, mais qu'on ne voit pas vraiment dans son entourage. Et ça, c'est une grande distinction à faire dans la recherche entre la théorie du seuil et la théorie du contact. La théorie du seuil, ça consiste à dire plus il y a d'étrangers quelque part, plus ça devient tolérable pour la population, et donc mmh, plus elle va, par insécurité culturelle, etc., elle va voter à l'extrême droite. Ça, c'est la thèse classique qui avait été lancée par François Mitterrand notamment, hein. Et puis, il y a l'autre thèse, qui est la seule qui a été vérifiée de façon expérimentale, qui est la théorie du contact, à savoir qui date des années 50. Gordon Allport, grand psychologue expérimental, 500 expériences ont été refaites depuis jusqu'à récemment, qui montrent toujours que lorsque deux populations qui sont un peu étrangères l'une à l'autre, eh bien, vivent ensemble, travaillent ensemble, ont des contacts, etc., les préjugés reculent.
c'est l'absence de familiarité avec l'immigration qui fait augmenter les préjugés. Et l'illustration extraordinaire de ça, c'est les deux Allemagnes. C'est dans l'Allemagne de l'Est, ex-communiste, pas du tout habituée à l'immigration, qu'il y a eu les mouvements xénophobes les plus forts qui se sont installés, alors que dans l'Allemagne de l'Ouest, en Qui Westphalie, sont en au Bourg, contact, un peu où plus là au vous avez contact. 20% d'immigrés, avant même les 2015, il y avait une tolérance envers l'immigration beaucoup plus forte. Donc, et la théorie du contact, ça inclut aussi le fait qu'il y a un discours un peu unifiant, public, officiel, qui réunissent les populations. Et tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il y a quand même que les populations finalement se rapprochent au lieu de se séparer, puisqu'il y a 31% des adultes qui sont liés à l'immigration sur la génération, mais seulement 5%, un 20e, qui ont leurs 4 grands-parents immigrés. Donc il y a un brassage. Objectivement, il y a un brassage, il y a un rapprochement. Quand l'INSEE et l'INED ont sorti ce résultat, il n'y a pas eu une seule reprise de la part des politiques. Il aurait dû y avoir une grande déclaration, me semble-t-il, de l'Élysée, d'un ministère, le maire, puisque l'INSEE, c'est une direction du ministère de l'économie et des finances. Et non. Quand il y a des choses, ou quand l'OCDE fait un rapport disant que l'immigration a un coût neutre sur le budget public, que ça ne coûte ni ne rapporte, qui reprend ça parmi les politiques? Ouais, il y a une forme d'invisibilisation des chiffres et de l'aspect scientifique. Personne, et je pense que c'est fondamentalement par lâcheté. On entend beaucoup parler en ce moment du modèle danois. Éric Ciotti est allé au Danemark, Olivier Véran aussi, je crois. Christophe, peut-être, si jamais vous avez des infos là-dessus, il est basé sur quoi, ce modèle danois? Il est très, très sévère. Voilà, c'est vraiment la mise en pratique de ce que souhaitent vraisemblablement les Républicains dans leurs deux projets de loi. C'est-à-dire à la fois donner des conditions drastiques pour permettre aux personnes d'immigrer au Danemark, que ce soit dans des conditions de langue, de métier, etc. Et dissuader le plus tôt possible les gens carrément de venir. En fait, c'est vraiment l'idée il ne faut pas que le Danemark reste dans l'image des personnes candidates à l'immigration, une terre promise et accueillante. Et ils ont tout fait depuis 2015 pour faire ça. Maintenant, ils ont quand même aussi un petit souci, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte là qu'ils ont quand même besoin d'immigrer pour certains métiers en tension pour le coup, et donc ils sont en train de voir un peu comment ils peuvent jouer avec ça, et c'est assez marrant de voir les Danois un peu aussi entre les deux, mais sinon ils sont très contents. Et alors pourquoi aussi on en parle beaucoup, c'est parce que c'est pas l'extrême droite qui est au pouvoir, en l'occurrence c'est une coalition qui est dirigée, enfin menée par une social-démocrate en ce moment, et donc c'est toujours dans le truc un peu de pouvoir redire à quel point en France la gauche est angélique, tout ce qu'on lui dit depuis 25 ans. Si vous voulez, il y a des commentaires, je voudrais commenter l'expérience danoise, parce qu'elle joue un rôle très important dans l'orientation des LR, notamment Fondapol, qui est une annexe idéologique des LR, a fait une étude qui a été diffusée en ligne et qui a été présentée dans une conférence organisée par les LR, vantant ce système. Il faut dire d'une chose, effectivement, des sociodémocrates qui, pour garder le pouvoir, donnent des gages à l'extrême droite, ça c'est formidable. Et puis, mais le problème, c'est que le Danemark, c'est un petit pays, c'est 6 millions d'habitants. Même pas. Oui, même pas, vous avez raison, c'est juste en dessous. Et ils ont une chance extraordinaire, c'est qu'ils ont un grand voisin unique terrestre qui s'appelle l'Allemagne, qui est 14 fois plus peuplé. Donc c'est pas la même réalité. Oui, mais ça veut dire que leur stratégie, c'est une stratégie de free rider, comme on dit, comme des économiques, de cavalier seul, c'est-à-dire de tir au flanc. Ils peuvent se permettre de rejeter les indésirables, puisqu'à côté, vous avez un voisin 14 fois plus peuplé qui, pendant un an, les prend. Vous comprenez? Donc, c'est pas généralisable comme solution. Quand vous êtes dans cette position-là, que vous pouvez compter sur le grand voisin pour prendre vos indésirables, c'est pas une solution généralisable. Vous avez la même chose au Canada. Le Canada peut filtrer au maximum les étrangers à un niveau de qualification très élevé, et donc rejeter en probabilité les hispaniques, parce qu'ils n'ont pas fait les études supérieures, ils ne connaissent pas l'anglais et le français, ils n'ont pas les années d'expérience professionnelle des Européens, etc. Pourquoi ils peuvent faire ça? Parce que les États-Unis, finalement, quand même, intègrent les hispaniques. Et les États-Unis, c'est 10 fois plus peuplé que le Canada, et c'est leur unique voisin. Il faut comprendre ces situations géopolitiques, ces rentes de situations. Et donc, quand M. Ciotti fait son pèlerinage à Copenhague, comme Éric Zemmour... En pensant pouvoir calquer le modèle... Comme Éric Zemmour et Marine Le Pen ont fait le leur à Budapest,
Budapest chez M. Orban, il se fourvoie complètement. Ces solutions ne sont pas généralisables par définition. Une solution européenne, une solution valable, c'est une solution qui serait partageable par tous les pays européens. Ce n'est absolument pas le cas. Et c'est vrai qu'en plus, il y a la petite stratégie politique qu'on entend pas mal justement de la bouche d'Éric Ciotti, qui est de dire, ben voilà, le Danemark lutte de cette façon contre l'extrême droite, Oui, bah oui, parce que, finalement, en ils prennent écoutant les le causes pour les peuple. conséquences et inversement. C'est ça, C'est-à-dire que, effectivement, l'extrême droite a baissé, mais c'est pas parce que la politique a pas fait baisser l'extrême droite, c'est qu'ils font la politique de l'extrême c'est droite. Donc ça. les gens Oui. Donc n'ont si les pas LR besoin de font la voter. politique de l'extrême droite, Bah c'est oui, pas mais une bon, lutte contre l'extrême à droite. la Non, fin, mais là c'est aussi, l'extrême droite qui gagne quand même, quoi. C'est ça que je veux il dire. y a une faiblesse de l'analyse qui est quand même qui est sidérante. Enfin, c'est triste quand même de voir quelqu'un comme Dominique Régnier, directeur de la fondation Fondapol, tomber dans des tels aussi bas, quoi. Enfin, c'est vraiment triste. Peut-être un dernier mot sur, justement, Christophe, vous parlez d'une radicalisation à grande vitesse. Tout ça, finalement, contribue à normaliser, les idées, de Bah, l'extrême oui, et droite. puis, Je veux dire, quand le RN dit, «Les républicains nous copient», oui. Et c'est quand encore une Éric manière de Zemmour, sur les normaliser. grandes antennes, peut parler du grand remplacement sans pratiquement jamais être contredit Mmh. et jamais devoir s'expliquer sur cette théorie, fumeuse et scabreuse, tout ça met un climat quand même. Et peut-être ce que je voudrais dire en plus, c'est que, ce climat, on le retrouve aussi en ce moment dans la lutte anti-woke, la guerre faite aux transsexuels, aux LGBT. Tout ça, en fait, mène aussi, mettre des gens en danger et quand même, parfois, on a l'impression que tous ces gens-là, politiquement, parlent de concepts sans jamais que ça concerne des gens. Sauf qu'en fait, Ouais. ça concerne réellement des gens, quoi. Et c'est ça qui est un peu quand même, C'est une inquiétant. idéologie trumpiste, qu'elle est Mmh. complètement maintenant alignée sur Trump. La lutte anti-woke est du même, c'est l'extrême droite républicaine, hein, américaine, qui et effectivement, le sort des gens concernés par tout ça, les transgenres, les immigrés, tout ça, qui s'en Mmh. occupe? Eh bien, ça n'est pas être woke que de s'intéresser à ça, et notamment aussi un grand thème qui a disparu, dont seul s'occupe le défenseur des droits et quelques associations, c'est la lutte contre les discriminations. Parce que la situation en France, elle est quand même très simple. C'est quand vous avez le malheur d'avoir un signe d'appartenance au monde du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, etc., et vos chances d'obtenir un entretien d'embauche quand vous présentez votre candidature sont divisées par 2. C'est ça, ce qu'on appelle le taux de discrimination, de combien de pourcents vos chances sont-elles divisées? Alors certains disent, oh ben c'est rationnel, les patrons éliminent les gens à problème et identifient un individu à une population soi-disant en problème, mais c'est justement ça, la La discrimination. C'est comme discrimination ça que l'Europe a défini la et le discrimination. racisme. Et le racisme, évidemment. Donc là aussi, c'est un thème totalement absent des discours officiels. Il n'y a que le défenseur des droits qui, bon, prêche dans le désert et qui, en fait, est royalement méprisé par le gouvernement. C'est quand même ça qui se passe actuellement. Est-ce qu'on arrivera un jour à dépasser toutes ces idées reçues sur l'immigration? Comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? je pense que s'il y aura toujours des batailles culturelles et des combats d'arrière-garde, Zemmour comme Trump, etc., quand même, le rapprochement des populations, ce que j'ai évoqué, le Mmh. fait que au fil des unions, au fil des générations, les populations ne se séparent pas, mais se rapprochent, mais vraiment fortement. Je pense que ça, c'est quand même un facteur d'optimisme et qui montre que c'est la direction vers laquelle la société française doit aller. De la même façon qu'aujourd'hui, plus personne ne va dire que quelqu'un qui porte un nom arménien ou un nom juif ne serait pas français. Hein. On ne va pas Mmh. nier la francité de quelqu'un parce qu'il a un nom exotique. Bah, on ne va pas nier la francité de Rima Abdul Malak parce qu'elle a un nom arabe et qu'elle est née au Liban. Mmh. On ne va pas nier la francité de Pape Ndiaye, même si on n'est pas d'accord avec ses idées, parce qu'il est né au Sénégal. Donc je crois que ces choses-là progressent, même s'il y aura des combats d'arrière-garde à la Zemmour ou à la Trump ou à la DeSantis. Christophe, le mot de Bah, la fin? ah oui, carrément. Non, je pense que, il y a quand même, la balle est quand même assez largement, Les médias peut-être, ça pourrait être ça chez les votre, médias et aussi, pour la gauche. C'est-à-dire que, ce discours, prospère aussi parce qu'il y a un désir, pour le coup, je pense réel, de protection des Français qui se sentent, pas en sécurité, mais je parle économiquement, en fait, pas en sécurité par rapport à la mondialisation et tout ça. Que Marine Le Pen répond à cette inquiétude, à cette angoisse,
par un repli, en fait, le repli sur l'identité, sur la France, etc., que la droite libérale n'y répond pas vraiment et semble un peu justement perdue là-dedans, sans se contredire complètement. Et c'est ça qu'on attend. Je pense qu'il manque à la gauche un discours de protection des Français, qui soit pas le discours de repli. Et ça, on va voir. Braise 85 qui propose une convention citoyenne, point interrogation. Parce qu'en fait, il y a une initiative qui a été lancée en ligne qui s'appelle, alors attendez que je vous retrouve ça, qui s'appelle pour un débat apaisé.com et qui demande, c'est un collectif qui demande l'organisation d'une convention citoyenne sur l'immigration, mais basée sur des faits scientifiques. Alors, ça fait partie des possibilités que le gouvernement a examinées. Il a examiné Ouais, toutes les possibilités. il pourrait se Olivier saisir de ça. Véran, qui n'est pas seulement le porte-parole du gouvernement, mais qui est aussi, on l'a un peu oublié, un ministre délégué au renouveau démocratique, C'est vrai. du coup, par fonction, s'intéresse effectivement à ces nouvelles formes de... Je crois que ce serait une bonne chose, personnellement, parce qu'effectivement, les débats au Parlement, on a vu les huées, les claquements de pupitres, les milliers d'amendements, les bras Mm. d'honneur, c'est quand même pas génial. Au moins, la Convention citoyenne, c'est un débat serein, Qui va plus loin qu'un référendum. qui va, si vous voulez, ce sont des gens qui se réunissent et qui, de bonne foi, écoutent les autres. Les expériences des 2 conventions précédentes l'ont montré, hein, sur le climat, sur la fin de vie, et qui sont capables d'admettre qu'en cours de route, on peut changer d'avis, on peut changer d'opinion en fonction de la documentation et des débats qu'on a eus. Mais je ne dis pas du tout qu'une convention doit se substituer au Parlement. On est dans une démocratie effectivement représentative, mais cette démocratie, elle doit être aussi délibérative et participative. Et délibérative, c'est-à-dire qu'on prend le temps de peser le pour et le contre, qu'on examine un peu les réalités, les solutions. C'est là que les scientifiques et les experts prennent leur place, mais aussi les journalistes. Parce qu'il y a il y a un mouvement de fake news très fort, mais il y a un mouvement de sens contraire de fact-checking auquel des organes comme Mediapart ou les chercheurs participent très fortement. Et il faut confronter tout cela pour que dans une enceinte sereine, qui est le Conseil économique, social et environnemental, hein, qui lui favorise ce genre de convention citoyenne. Et comme il y a des atermoiements à n'en plus finir, que je pense que les projets de loi, les propositions de loi des LR ne vont pas non plus aboutir, il y a le temps, sans doute, pour insérer une convention citoyenne qui permettrait peut-être de clarifier le débat et de lui donner plus de sérénité. Merci à vous, Sbelsen qui dit merci pour ce débat éclairant. Merci à vous, François Héran, anthropologue, sociologue et démographe, et votre dernier livre donc sur le sujet immigration, Le Grand Déni, aux éditions du Seuil. Merci à vous, merci Christophe Guignot, Merci. journaliste à Mediapart. Merci à vous, le chat, de nous avoir suivis. Ça vous a plu, Twitch? Ça passe vite, l'heure. Eh bien oui, mais j'avais l'œil rivé sur Oui, on a la pendule, on a dépassé et on a donc, fait cadeau de 5 minutes au chat. Merci à vous, merci au Modo également qui vous envoie, vous avez vu toute une série de liens vers Mediapart, France Info, le livre de François Héran aussi, pour approfondir le sujet. Voilà, nous on plante entre guillemets une première graine avec l'émission, mais après n'hésitez pas à vous informer derrière. Merci à vous, et je rappelle que donc le talk est disponible en replay vidéo sur la chaîne Twitch de France Info. Si jamais vous êtes arrivé en cours de route, ça arrive souvent, je vous vois arriver à 18h40 alors que l'émission commence à 18h pile. Voilà, émission également disponible en podcast audio pour les gens qui préfèrent nous écouter, les gens qui préfèrent le son à l'image. Demain, on se retrouve à 18h pour parler de la pénurie d'enseignants. Voilà, un autre sujet. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne À soirée. demain.